Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore de Oliveira, une multi-entrepreneuse qui a un parcours assez éclectique. Tu as fait beaucoup de choses. Tu t'es lancée dans des domaines que tu ne connaissais pas et dans lesquels tu connaissais un petit peu mieux de par ta famille, que ça passe de l'hôtellerie à la restauration, on pourrait appeler ça comme ça. Tu as un goût très prononcé pour l'art de vivre. Donc, tu vas nous parler un petit peu des défis que tu as rencontrés, sachant que toi, tu es dans le sud de la France. Donc, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Mais pour commencer, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter en une phrase, si on devait te définir aujourd'hui, si tu devais te définir aujourd'hui, comment tu le ferais en une phrase? Salut Jen, je suis ravie de te retrouver déjà ici. Merci pour ton invitation. Écoute, je dirais que moi je suis une passionnée de projets. C'est pour ça que mon parcours est assez éclectique comme tu dis. J'aime vivre pour mon travail et je travaille pas pour vivre. Donc c'est ce qui me définit. Je suis assez instinctive et je vais à l'instinct en fait dans tout ce que je fais et tout ce que j'entreprends. Donc on va repartir un peu du début. Quelles sont les études que tu as faites? Tu es d'une famille d'entrepreneurs, il me semble. Ouais, tout à fait. Donc vas-y, je te laisse raconter un peu ton petit parcours. Alors effectivement, mes deux parents sont entrepreneurs. Au départ, ma mère était prof d'anglais et mon père architecte, donc pas non plus, rien à voir. Mais effectivement, ma mère a bifurqué vers l'hôtellerie, mon père vers la promotion immobilière. Donc j'ai quand même baigné là-dedans. Tu viens du sud? Oui, tout à fait. Okay. On était à Toulouse, nous. Okay. J'ai baigné là-dedans depuis toujours. Je me mettais derrière le desk de la réception de l'hôtel de ma mère le week-end pour faire des réservations, tu vois, pour te dire un peu. Ouais. Et ça à partir de quel âge? Très jeune. En fait, je suis née dans cet hôtel. Ça a été un peu le premier projet de mes parents. Donc voilà, ils l'ont ouvert en 86, année de ma naissance. Donc comme ça, j'ai spoilé mon âge. Et du coup, j'ai grandi dans cette... Ils ont ouvert l'hôtel en 86, l'année de ma naissance. Donc j'ai grandi dans cet environnement. Et j'ai toujours traîné dans les pattes de tous les employés de l'hôtel. J'imagine. Voilà. T'as des frères et sœurs? C'était un peu ma deuxième famille. Ouais, tout à fait. J'ai un grand frère. Ok, donc en plus, c'est leur deuxième enfant avec ce projet. Ouais, okay. Exactement. Donc voilà, et donc effectivement, après, j'ai un parcours assez classique, entre guillemets. Ouais. J'étais assez bonne élève, donc j'ai été poussée vers les hautes études commerciales, comme on les appelle. Ouais. Donc j'ai fait ma prépa à Paris, donc j'ai quitté mon sud à 17 ans. Ok. Au début, j'étais en famille d'accueil, entre guillemets, puisque j'étais mineure. Donc, j'ai eu le choix entre ça et le foyer de bonne sœur. Donc, autant te dire que... Tu as choisi la famille d'accueil à Paris. Exactement. Et du coup, classe préparatoire, j'ai intégré l'ESSEC. Et de l'ESSEC, après, donc, tu as fait l'ESSEC Paris? Ouais, ESSEC Paris. Tu as fait des échanges à l'international? Exactement. Singapour pendant 6 mois, sur le campus aussi ESSEC. Et de là, stage de fin d'études, groupe LVMH, Cheval Blanc, donc hôtellerie. Ouais. Donc très belle pour nos auditeurs, tout le monde ne connaît pas, c'est un très bel hôtel qui se situe, si je dis pas de bêtises, Cheval Blanc. Tu as fait lequel? Parce que maintenant ils en ont deux. Alors moi j'étais au siège à Paris, mais à l'époque, je crois qu'ils avaient que Courchevel. T'avais que Courchevel, parce que maintenant il y a aussi le Cheval Blanc à Paris. Et Saint-Tropez. Ah oui, et Saint-Tropez aussi. Tu vois, je ne savais pas. Ok. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et de là, un parcours dans la haute joaillerie, parce que j'étais aussi passionnée de GM. J'avais hésité à me faire carrément une formation de gémologie. Ok. Et puis, l'appel de l'entrepreneuriat a été plus fort. Mon père m'appelait à peu près tous les 2 jours en me disant « T'es sûre que tu veux rester à Paris ? T'es sûre que tu veux rester à Paris ?» Parce qu'entre-temps, ils avaient ouvert un hôtel dans le sud? Non, justement, c'était un projet. Ah, ok. En fait, on avait plusieurs hôtels à Toulouse. On a 3 hôtels à Toulouse. Que vous avez toujours? Ouais, qu'on a toujours, que je chapeaute à distance. Mais on a un directeur d'exploitation qui gère les opérations. Et effectivement, en fait, on va dire, ça a redémarré pour nous en 2010, mais le projet, du coup, a commencé à être en ébullition courant 2009. Et donc, j'étais diplômée, je bossais dans la joaillerie Place Vendôme. Donc, j'avais un peu mon boulot de rêve au départ sur le papier. Et mon père a trouvé la bonne carotte pour pour te faire revenir. Pour me faire rejoindre le groupe familial. En fait, je m'étais dit que j'irais, mais j'avais pas envisagé de le faire si vite. Oui, tu avais quel âge à cette époque-là? 24. Ah oui, ok. J'avais envie de faire un peu mon expérience, de profiter de ma vie parisienne, de mes amis. Tu avais déjà rencontré ton mari actuel à cette époque-là ou pas? Ouais, alors c'est une longue histoire. On est un jeune vieux couple, comme on aime bien le dire. Mais on s'est connus, j'avais 16. Ah oui, ok, d'accord. Après donc, une petite période de séparation, quand il était au Plaza Athénée et que moi, justement, j'étais à Singapour et machin.
Et on s'est retrouvés, c'est le projet de Cannes finalement qui nous a rapprochés. D'accord, ok. Donc je spoil un peu la fin, mais ok. Voilà. Donc là, tu connais déjà Jérôme, il est déjà dans ta vie. Quand tu es sur Paris, vous êtes déjà ensemble. Exactement. Donc tu as quand même ce truc de dire si je repars dans mon groupe familial, je perds mon compagnon qui aujourd'hui était bien implanté à Paris. Exactement, sauf si je le faisais suivre, quoi. Ouais, c'était ça l'enjeu du coup. Voilà, il y avait 2 enjeux en fait. Il y avait que le projet... Parce que pour resituer, tu es aussi la femme donc, d'un chef pâtissier. Oui. C'est un peu comme ça que nous, on a eu l'occasion de se rencontrer. Ouais. Et du coup, lui, à l'époque, il officiait au Plaza Athénée. C'est ça. Donc, toi, tu travaillais dans la haute joaillerie, du coup, place Vendôme. Exactement. Et donc là, ton père te rappelle et te demande de revenir. C'est ça. Mon père me vend ce projet et me dit tu vas dire à Jérôme qu'il signe les desserts. Puis comme ça, vous venez tous les 2 vivre à Cannes. Donc, une réunion de chantier, 2 réunions de chantier. Forcément, on est un peu piqué, par le projet. Donc c'était un projet d'ouverture, de création et d'ouverture d'un hôtel 5 étoiles. Okay. Donc nous, ce qu'on avait fait jusque-là, c'était pas de l'hôtellerie 5 étoiles. On avait des appart-hôtels et des hôtels 4 étoiles, mais plutôt business et tout. Ouais. Donc c'était quand même un vrai challenge et un autre positionnement par rapport à ce qu'on faisait précédemment. Jérôme avait déjà un pied dans l'hôtellerie de luxe, donc son expertise et expertise a dû un peu aider aussi, j'imagine, au projet. Oui, tout à fait. Jérôme a apporté effectivement c'est plus qu'un... c'est cette expérience palace qu'il avait vraiment lui, avec ce savoir-être et ce... les tous les codes et toutes les... qu'il faut en plus du savoir-faire qu'il faut pour manager et être manager dans ce genre d'établissement. Mais c'est vrai que pour moi... c'est pareil, je transposais de la haute joaillerie et de mes études à quand même à nouveau de l'hôtellerie. De tu luxe. Retrouvais ton luxe, mais dans l'art de vivre et dans le service, par contre. Exactement. Mais c'est vrai que ça a été un gros défi, donc suivi du chantier. En fait, en même pas 18 mois, on a repris le chantier, livré, plein festival de Cannes, accessoirement. Chapeau, ouais. Et du coup, mon père avait réussi... à me convaincre. Enfin, il n'a pas eu besoin de me convaincre très longtemps. Mais et donc là, tu arrives dans le groupe avec quel poste? Ton père te donne quelle responsabilité? Alors, c'était le gros sujet au départ. Parce que moi, j'étais là. Mon frère était dans l'entreprise aussi, mais côté promotion immobilière. Okay. L'idée, c'était que moi, du coup, je m'occupe plus de la partie hospitality, on va dire, du groupe. Sachant qu'au départ, c'était aussi l'activité de ma maman, mais qui était malade et qui, malheureusement, est partie cet été-là. Donc, ça a aussi un peu... créer ma place indirectement, même si, dans un contexte compliqué. Bien sûr. Et l'enjeu, c'était de faire quelque chose qui me plaise, sans prendre la place de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Donc puis finalement... de faire ta place. De me faire ma place. Et vraiment, je dis souvent, en fait, je travaille avec tous les hommes de ma vie. Mon père, mon frère, mon mari... peut-être mes enfants un jour. Parce que tu as 2 petits garçons. Ouais, exactement. Moi, ça va, c'est pas pour tout de suite, mais ils aiment bien, ils disent qu'ils veulent venir avec moi sur les chantiers. Mais à l'époque, donc, pour situer, tu as à peu près 24 ans. Ouais, c'est ça. Et tu dois aller gérer des hommes de chantier qui, j'imagine, ont une quarantaine d'années. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un des plus gros enjeux à ce moment-là, déjà, je suis jeune, je suis une femme, je suis la fille du patron. En plus, ouais. Donc, j'arrive... tu sens un peu les regards braqués sur toi en mode c'est parce que c'est la fille du patron qu'elle est là et pas c'est parce qu'elle est légitime qu'elle est là. Donc moi j'ai eu vraiment au début de toute façon je suis comme ça, mais je suis une bourreau de travail, je suis ultra perfectionniste dans tout ce que je fais. J'aime savoir ce que je fais et je vais pas inventer quelque chose que je ne sais pas. Donc je pense que ça a été aussi ma force, c'est de dire effectivement... Quand tu sais pas, tu sais pas. Voilà, j'ai sûrement des choses à apprendre de vous, mais vous avez aussi probablement des choses à apprendre de moi, et je pense qu'ensemble on peut faire on peut faire de grandes choses. Et j'ai réussi à me faire un prénom. Donc vous avez lancé l'hôtel de Serres. Ouais, exactement. Donc on a lancé l'hôtel. Moi, du coup, pour répondre à ta question initiale, en fait, mon père m'a confié la gérance et donc l'exploitation de l'hôtel. Ok. Donc c'est moi qui ai démarré l'exploitation. Donc j'ai participé au recrutement de tous les directeurs, de tous les chefs de service, mis en place les équipes. Comme tu disais, c'est du service, donc on était très nombreux. Pour 45 chambres en saison, on montait jusqu'à 100 personnes. Ouais. Bien connu l'hôtellerie. Et puis sur une ouverture, c'est un gros enjeu, parce que tu sais qu'au début, tu as beaucoup de turnover.
heureusement, les piliers. Vous aviez fait une semaine d'ouverture soft ou non, direct? Non, comme je te dis, c'était le Festival de Cannes, donc on y a été un peu en mode... vache. Allez, faut y aller coûte que coûte. Ça passe ou ça casse, mais il a fallu que ça passe. T'as fait des petites nuits blanches. Franchement, ça s'est bien passé. Ouais. On n'avait pas l'hôtel ouvert dans son intégralité de mémoire. Je crois il manquait un niveau de chambre, mais franchement, on avait réussi. On avait réussi quand même à gérer ça. On a fait quelques petites nuits blanches. On avait la télé qui nous attendait à l'ouverture parce qu'on avait des belles signatures. On avait un cabinet de décorateur parisien qui a suivi tout le projet intérieur. On avait les frères Pourcel à l'époque qui signaient la restauration. Du coup, Jérôme qui signait toute la partie sucrée de l'établissement. On avait 5 mondes. Enfin, voilà, ça faisait... et puis, c'était un peu le... Pas premier boutique hôtel, parce qu'il y en a d'autres qui vont me tirer les oreilles si je dis ça. Mais en tout cas, sur Cannes... il y avait pas vraiment d'équivalent. Et donc, on était assez attendus. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que l'aventure cannoise a commencé. Donc là, tu es resté combien de temps dans l'hôtel de Serres ? 5 ans. On a exploité pendant 5 ans et on a revendu à un family office suisse. Donc, les murs et le fond. Ah, les deux. On était propriétaire de l'ensemble. Et c'est de là. Tu regrettes parfois ou pas ? Parce que toi, tu vis encore là-bas. J'ai beaucoup pleuré au début. Ah ouais, j'imagine. Parce que tu passes devant. Franchement, pour moi, ça a été presque un deuil, quoi. Enfin, j'étais inconsolable en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'imagine. J'étais tellement à fond dans ce projet. Et puis, Jérôme était dedans aussi. Donc, on était 80 heures par semaine. Bien sûr. 100% investi dans ça. On n'avait pas d'enfants à l'époque, donc c'était tout notre temps au boulot. Et ça a été dur au départ. Et puis finalement, comme je te disais, je suis quelqu'un de projet. Il y avait quand même la pâtisserie à côté. Que vous aviez ouvert entre-temps ? Ouais, alors la première boutique de Jérôme était dans l'hôtel. Ok. Et depuis, il avait eu d'autres opportunités. Donc, il avait délocalisé son labo, ouvert d'autres points de vente. Donc, ce qui faisait qu'il y avait ça et qu'effectivement, on avait quand même beaucoup de fonctions support aussi. Enfin, voilà, de synergie avec l'hôtel. Donc, il a fallu que j'accompagne pas mal à nouveau la pâtisserie. Et du coup, c'est vrai que ça m'a bien occupée. Et puis, c'était un vrai projet. Enfin, une création de marque, c'est aussi... tu connais ça. Enfin, voilà, c'est aussi génial. Alors, avec la notoriété d'un chef... qui est champion du monde de pâtisserie, ça aide, mais mine de rien, on n'était pas de la région. Enfin, on est reparti de zéro. Les journalistes, la presse, beaucoup de choses se passent à Paris. Donc, d'être dans le Sud, on savait qu'on... entre guillemets, on se mettait un peu à l'écart quand même de l'effervescence et des projecteurs. C'était un peu voulu aussi parce que nous, au bout d'un moment, on a fait aussi un choix de vie. Enfin, bien sûr. C'était une aventure professionnelle, mais on pensait aussi à notre futur. Voilà, on n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfants, mais clairement, Vous y songiez, c'était le projet à moyen terme, et on s'est dit, si on trouve un endroit où on s'épanouit professionnellement et où on a envie aussi de se projeter dans une vie plus douce autour d'un quotidien professionnel très prenant, c'est chouette. Donc, du coup, il y avait l'aventure du boulot de Jérôme, donc de sa pâtisserie. Une question qui revient souvent quand on est une femme, et du coup, toi, ça encore plus que tu étais jeune. Moi, souvent, quand on pose la question, est-ce qu'en tant que femme... souvent, on me la pose. Vous avez vu des difficultés dans votre ascension ? Et moi, je dis souvent que c'est mon âge qui m'a paru plus être une difficulté que mon sexe. Est-ce que c'est ton ressenti ? Ou toi, les deux ont eu un impact c'est ce que je te disais au début. Alors moi, c'était pas tellement mon sexe, c'était le côté fille de. Ah, fille de. Toi, c'est plus... c'est la fille du patron, quoi. Donc, et au bout de 5 ans, tu le ressentais encore, ça ? Non, plus du tout. Ah, voilà. Donc, quand tu arrives dans cette période pâtisserie... Franchement, avec les équipes de l'hôtel et derrière la pâtisserie et tout. Alors, la pâtisserie, c'était encore différent parce qu'on était jeunes, mais en fait, nos équipes étaient encore plus jeunes. Donc, j'avais pas l'impression... Il m'appelait madame, je l'ai regardé en mode j'ai 30 ans, là, détente. Aurore, c'est bien. Je leur disais... voilà. Donc, c'était marrant. Mais c'est vrai que dans tous les autres métiers, corps de métier autour desquels je navigue, souvent, c'est plutôt des hommes. J'étais souvent parmi les plus jeunes. Donc, c'était un peu... c'était un peu le double enjeu, quoi. Ouais, j'imagine. Donc, tu as cette pâtisserie, tout se passe bien pour la pâtisserie, vous l'avez encore. Ouais, pas mal de développement. Après, on a un peu changé notre fusil d'épaule avec le temps et la vie et les enfants. Et voilà, mais Jérôme est toujours en activité dans la région. Et toi, tu as eu envie d'autre chose ? Ouais, et moi, à un moment, je me suis dit, bon, ok, c'est bien, mais est-ce que ma valeur ajoutée est vraiment, une fois que... C'est toujours pareil, comme je te dis, moi, ce qui m'anime, c'est le projet. En fait, une fois que le truc roule un peu et qu'on est plus dans un quotidien de gestion, d'opération et finalement de choses qui se ressemblent,
je m'ennuie presque. Pas dire que je m'ennuie, mais je m'ennuie, voilà. Je vois. Et du coup, j'avais besoin de me sentir stimulée et attirée par d'autres choses. Alors, l'immobilier était toujours de toute façon un sous-jacent dans ce que j'ai fait. Et en fait, quand on a vendu le Five, ça nous a aussi permis, avec mon père, de se détacher du groupe historique toulousain. Donc le Five, juste, il faut que tu resitues pour les auditeurs. Donc, c'était un hôtel que vous aviez également à Cannes. Oui. Donc, vous aviez l'hôtel de Serres, le Five. Non, il s'appelle le Five, l'hôtel de Cannes. Ah, pardon. Je crois que depuis tout à l'heure, je dis hôtel de Serres. Non, toi, tu as eu l'hôtel Five de Cannes. Ça a duré 5 ans. Vous étiez destiné sur le chiffre 5. C'est ça. Et donc, vous le vendez, pâtisserie, et ensuite, tu te relances dans une autre activité. C'est ça. C'est une autre boîte, on est d'accord. Vous recréez une autre boîte. On a profité de la vente pour remonter une autre structure. Du coup, qui gère plutôt des opérations immobilières. Donc, qu'on appelle du marchand de biens dans la région. Enfin, pas dans la région, mais qu'on appelle du marchand de biens. Moi, j'aime bien dire qu'on est marchand de rêve plutôt. D'accord. Puisque on a la chance d'avoir une région qui attire beaucoup de nationalités, voilà. Donc, tu t'es focalisée sur de l'achat plutôt villa, propriété ou quand même de l'hôtellerie ? Alors, plutôt villa, même appartement, à rénover ou à créer. Je fais du neuf aussi, ce qui est plus rare pour des marchands de biens. Souvent, c'est que de la réno, mais moi, je fais du neuf. C'est hérité sûrement de mon passif Très bien. de promoteur immobilier de mon père. Actuellement, mais c'est encore un peu secret, mais on a un nouveau projet d'hôtel sur Cannes qui est en cours d'instruction. Donc, écoute, on croise les doigts. J'espère. Ah, donc quand même, ça t'a manqué. Dans le même esprit, un petit boutique hôtel. Exactement. En tout cas, je dis pas que j'opérerai comme j'ai opéré le Five, mais en tout cas, peut-être d'accompagner, enfin, tu vois, de créer mon but là, de départ, c'est de monter le dossier, de créer le projet, d'obtenir l'autorisation déjà de faire cet hôtel à cet endroit-là. Et puis éventuellement de suivre toute la partie travaux, chantier et mettre un directeur général, mais tu suivrais quand même ou de mettre même un exploitant, tu vas voir. Mais tu veux suivre quand même, ou juste une fois que les rénovations sont faites, ça t'intéresse plus? Je sais pas si je vais repartir dans l'exploitation à proprement parler, tu vois. Après, ça va dépendre un peu de, bien sûr, de la suite du projet, des rencontres, exactement. Moi, je suis assez comme ça, je suis assez au feeling. Donc voilà, si je me sens et si j'ai envie de continuer parce que je me sens bien entourée, c'est quand même des projets qui sont très chronophages. Clairement, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai un peu moins envie qu'il y a 15 ans. J'aimerais bien porter le projet jusqu'au bout, peut-être jusqu'à l'ouverture, mais peut-être pas m'impliquer dans mais vous prendriez... Donc, comment ça se passe un peu dans l'hôtellerie? Une fois que tu mets un exploitant, c'est des pourcentages sur le chiffre d'affaires qu'ils font? Soit tu as un loyer fixe, soit tu as un loyer fixe plus variable. Vous pensez encore donc plus en mindset immobilier, c'est-à-dire loyer... vous voulez l'exploitation finalement et moins votre... on a toujours nos 3 hôtels de Toulouse qui sont en exploitation par nous. Mais donc vous êtes déjà bien, bien de par Cannes et aussi la typologie de fonctionnement, du fait qu'on vise en 5 étoiles, avec les services comme on a parlé précédemment. C'est vrai que c'est encore autre chose. Oui, bien sûr. Et je le vois plus effectivement en projet immobilier, patrimonial, un peu foncière, accompagné parce que j'ai mon réseau. Enfin, le but, c'est d'alimenter aussi ce qui peut se passer en termes d'événements et tout. Mais c'est vrai que Cannes est très atypique de par ce côté et pro et tourisme, et événementiel. Il se passe plein de choses. Et, puis de plus en plus, il y a aussi le Cannes Série maintenant. Et ça, pour nos auditeurs, quelque chose qui peut vraiment les intéresser, tu as 2 enfants. Donc, quand on a des patrimoines comme ça, immobiliers, au-delà du fait d'avoir du patrimoine avec nos sociétés, j'imagine que tu as des holdings, etc. Est-ce que vous pensez à la transmission d'ores et déjà? Ouais, j'imagine que c'est un sujet... c'est un double sujet pour moi, puisque j'ai perdu ma maman jeune. J'ai perdu mon grand-père qui était dans l'immobilier aussi. Donc, j'ai la chance et la malchance d'hériter d'un patrimoine immobilier conséquent, mais de comprendre aussi la difficulté de la transmission.
Jérôme, voilà, il est pas du tout dedans, donc il me dit franchement, enfin, je te fais confiance. Ouais, il me dit moi, je veux que voilà, que nos enfants soient à l'abri. Exactement. Bien sûr. Et vous avez des solutions? Vous avez trouvé des solutions? Ouais, alors on a commencé déjà à créer des sociétés dans lesquelles les enfants, enfin on a démembré en partie au profit des enfants, ça s'appelle du démembrement. Tu fais de l'usufruit. Exactement. Donc nous on a gardé l'usufruit, eux ils ont la nue propriété des parts. Après souvent, j'ai pas mal de choses en commun aussi avec mon frère, avec mon père, du fait des décès aussi. Bien sûr, Donc, il faut gérer tout ça et on n'est pas tous au même stade de nos vies. Complètement, Donc, mon père, il a pris sa retraite, entre guillemets, parce qu'il est encore très actif pour son âge. Comme tous les entrepreneurs. Mais il a plus envie de profiter. Enfin, voilà, il est dans une phase de sa vie où il faut qu'il profite, d'ailleurs. Mon frère, il a 7 ans de plus que moi, mais il a eu des enfants plus tôt. Donc, son fils aîné va avoir 18 ans. Donc, tu vois, il est déjà dans une phase où il pourrait... il va venir en stage chez nous, tu vois. Il a envie aussi, ça le pique un peu. Donc, voilà. Ça va rester familial. Même la descendance a l'air de partir. Ça a l'air, en tout cas, pour l'aîné, il a l'air d'être motivé à, en tout cas, s'intéresser à ce qu'on fait. Donc, je pense que... c'est une autre question que les gens se posent. En fait, il n'y a pas d'obligation, tu vois. Oui, bien sûr. Tu laisses chacun... Mais c'est vrai qu'on essaie d'optimiser les choses pour eux, pour la suite aussi, parce que même si on est jeune, tu ne sais pas de quoi demain peut être fait. Et en plus, plutôt c'est anticipé. Moi, je ne suis pas du genre, tu me mets un pied dans la tombe et tout. Non. C'est des sujets, ce n'est pas forcément facile à aborder, bien sûr. Mais je pense que c'est important de le faire. Surtout de nos jours, je pense, avec tout ce qui se passe. Tout à fait. Et ça m'a fait penser à une autre question qu'on a souvent de nos auditeurs aussi, c'est travailler en famille. C'est un vrai sujet, j'imagine, surtout sur des sujets immobiliers où il y a beaucoup, tout ce qui est travaux. Comme tu le sais, moi j'ai fait beaucoup d'immobilier aussi, je fais beaucoup de travaux. Déjà seul, tu peux t'arracher les cheveux, mais alors en plus, si tu dois convaincre ton père, ton frère de certaines de tes idées et inversement, etc. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs pour que ça se passe bien, un travail en famille? Parce que du coup, maintenant, ça fait presque 15-20 ans que tu travailles 15 ans avec donc, ta famille. Donc, ça se passe plutôt bien. Donc, quel conseil tu pourrais donner pour que ça se passe bien, justement? Alors, comme je disais au départ, c'est que en fait, personne n'empiète sur les plates-bandes des autres. Nous, on est toujours parti du principe que, on était tous complémentaires. On avait, mon père, c'est vraiment l'archi de formation, comme je t'ai dit, le mec de terrain. Lui, il adore mettre les bottes de chantier et aller sur le chantier à toutes les phases du chantier. Mon frère, il est très bon en montage des opérations. La partie, on va dire, plus financière. Et moi, je me suis plus spécialisée dans la gestion du projet, la partie exploitation dans les hôtels. Et derrière le suivi des projets, moi je suis passionnée de déco, donc toute la partie, j'ai pas fait d'études ni de décoration ni d'archi d'intérieur, mais moi j'essaie de donner de la plus-value en fait derrière au projet, leur donner un vrai cachet, un vrai caractère, une vraie différenciation, parce que je pense que sur tes villas par exemple, tu les vends meublées? Ouais. Ok. Donc, on lit vraiment clé en main, limite les fourchettes dans les tiroirs de la cuisine. Donc, l'idée, c'est que le client, il se projette à 100%. Et ce qui n'empêche pas que quand on a un doute les uns les autres de s'interroger. Et aujourd'hui aussi, je pense que c'est ce qui est le plus, c'est qu'en fait, on n'est plus obligé de faire les choses ensemble. On a le choix de les faire ensemble ou séparément. Et donc, en fait, on a le droit de ne pas être tous motivés par les mêmes projets. Ça, c'est chouette. Comme je te disais, de ne pas non plus avoir aujourd'hui les mêmes envies parce qu'on n'est pas au même stade de nos vies. On n'a pas toujours le temps la même capacité d'investissement. C'est que toi et ton mari? Ouais, exactement. L'hôtel, peut-être à venir, ça serait avec ta famille? Ouais, alors pour l'instant, le projet, je le porte avec mon père, mais l'idée, si on le garde, ça serait plutôt de le faire dans une dynamique aussi de transmission aux enfants et tout. Ok, donc vous êtes quand même à chaque fois où ça fait partie des discussions. Et dans les projets marchands, c'est aléatoire en fait. Vu qu'on fait souvent une société par projet, bien sûr. En fait, on choisit de ce projet-là. Exactement. Ça c'est chouette. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé. Donc il y a des trucs que je fais seule, il y a des trucs que je fais avec mon mari, des trucs que je fais avec mon frère. Enfin, c'est vraiment puis parce que Du coup, tu liquides les sociétés à chaque fois que tu vends le blé? Pas forcément, non. Mais en tout cas, je fais en sorte qu'elles portent 1 ou 2 projets maximum en même temps. Pour pas se perdre, pour pas perdre les banquiers. Puis même pour la gestion quotidienne. C'est ça. Et sur les chantiers, aujourd'hui, tu arrives à gérer combien de chantiers en même temps? Alors, des dossiers en cours, j'en ai une dizaine. Quand même.
Mais ils sont à différents stades d'avancement. Si tu veux. Il y en a qui sont en phase administrative, comme j'appelle, donc en attente d'autorisation de permis. Voilà. Il y en a qui sont en phase d'appel d'offres, donc là, on est plutôt dans les chiffrages. Et il y en a qui sont en phase chantier. Donc en général, en chantier en cours, j'en ai 3-4 maximum en même temps. Sinon, c'est difficile à suivre. Sinon, c'est difficile, surtout que c'est des chantiers quand même qui sont d'une envergure, Ta plus grosse villa, c'est à peu près combien de mètres carrés ? 800 000 mètres carrés. Et la plus petite ? J'ai fait du 200. Là, j'ai 2 appartements que je livre en plein Cannes. C'était un plateau de 100. On a rajouté une mezzanine, des combles et tout. Donc, on a 150 mètres carrés. Donc, en fait, j'ai toujours une approche. C'est mon père qui m'a appris ça, mais un peu bon père de famille. Où je me dis... Alors, c'est vrai que tu dis c'est le même travail, entre guillemets, quelle que soit la taille du projet. C'est sûr, mais c'est pas le même risque. Ah oui. Et donc, il faut avoir des choses plus liquides, entre guillemets, en portefeuille. Enfin, un appartement, ça va toujours plus vite parce que à vendre, c'est plus facile. T'as pas d'autorisation administrative. Au pire, tu as peut-être 2-3 demandes à la copropriété. Mais globalement, c'est des travaux intérieurs. Donc ça, en 3-4 mois, ça peut être fait en fonction de la taille de l'appartement et donc revendu dans la foulée. Alors qu'une maison, c'est 18-24 mois, voire plus. Donc, surtout du 800 mètres carrés, il faut déjà trouver le bon... Tu passes après par des agents immobiliers pour vendre ? Complètement. Okay. Donc c'est mes apporteurs d'affaires, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. On travaille main dans la main. C'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que... Et tu fais que sur Cannes ? Non. Alors, mon père, lui, est physiquement dans le Var. Donc, du coup, on a développé un peu ce côté-là, Ramatuelle, Saint-Tropez, Sainte-Maxime. Et moi, je supervise plutôt Côte d'Azur, on va dire. Mais je ne dépasse pas... Enfin, je ne vais pas côté Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu, pour ceux qui connaissent Monaco. En fait, c'est tellement de micro-marchés, la Côte d'Azur, le Var, c'est difficile... D'aller d'un marché de vraiment maîtriser son marché. Ça prend du temps. Et du coup, moi, j'estime connaître... Cannes, Jean, Le Canet, qui est quand même un secteur finalement assez restreint, géographiquement parlant, mais où il y a plein d'opportunités. Donc, je me dis... Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voulait, même à titre privé, pas forcément pour être marchand de biens, quelles sont les 3 petites choses que quand tu fais de la prospection, quand ça vient pas à toi, quelles sont pour toi les... Tu te dis, ce projet-là, j'y crois à mort parce que, je sais pas, l'emplacement, parce que... J'allais dire l'emplacement. Ouais, ok. Donc toi, mais c'est comme vraiment... dans le commerce, j'ai envie de dire, tu vois, c'est un peu la leçon qu'on tire aussi de Jérôme. Enfin, je pense que l'emplacement, c'est le critère numéro 1. Dans notre région, je dirais l'ensoleillement, l'exposition. Ah oui, tu fais quand même attention à ça. C'est important. Et après, ça dépend. Moi, je cherche des choses où il y a... Vue mer, j'imagine. Oui, principalement, Dernier étage, quand c'est des appartements, dans la mesure du possible, des étages élevés. Donc, tu veux faire que de l'ultra-luxe ? Ouais. Pas forcément que de la rentabilité, du coup. Non, exactement. Ouais, moi, je suis pas pas pro de la rentabilité, mais en fait, j'aime faire des projets sur mesure et qui aient chacun leur identité. Donc, et tu as des commandes de clients ? Je vais pas rationaliser. Alors, oui, en fait, il y a certains projets qu'on vend, ce qu'on appelle en état futur d'achèvement. Et du coup, le client arrive dans un cahier des charges, on va dire, plus ou moins défini. Et il a le droit de participer au choix des prestations et tout. Donc, on peut, du coup, lui adapter les choses. En fait, ça dépend... Donc, sur mon prochain projet, je peux te prendre et tu peux me... Ça dépend à quel stade du projet tu interviens. Très bien. Sinon, j'avais une question aussi. Où tu te vois, tes entreprises ou toi, dans 5-10 ans ? Alors, ça, c'est une grande question. Je me vois sur un rythme un peu plus doux. Ah, quand même, en fait, d'être boulimique de projet. Non, mais j'ai l'impression que c'est l'âge, parce que moi aussi, plus je vieillis, plus je me dis, j'ai longtemps vécu pour mon travail, maintenant, j'aimerais bien vivre pour vivre, quoi. Surtout que, quand en plus, moi, toi, tu les as déjà, donc tu sais ce que c'est. Quand t'as un deuxième enfant qui arrive. Ouais, le deuxième, il a pas mal changé la donne, parce que c'est vrai que... c'est une autre structure, c'est une autre logistique. Et puis en fait, j'ai appris avec le temps et l'expérience et tout qu'en fait, choisir, c'est aussi renoncer et que je préfère faire moins de choses et pouvoir encore les faire à fond et de manière qualitative et en me faisant plaisir que de courir après le nouveau projet et le prochain, et le prochain truc qui me fera vibrer. J'ai la chance de faire ce que j'aime.
Mais aujourd'hui, je veux pas que ce soit au détriment trop de ma vie non plus de famille. Et ça, c'est vraiment un peu pas le nouveau mindset, parce que Jérôme me dirait que en vrai, je le mets pas trop tout à fait en pratique pour l'instant. Lui non plus, donc il est mal placé pour... si, il a quand même un peu ralenti le rythme. Ah, c'est aussi. vrai? Ouais, on est tous les deux dans une phase où on se dit, faut prendre du temps. Pour nous, pour nous, pour les enfants, pour les voir grandir. Ouais. Tout le monde dit, mais dans 10 ans, ils seront plus à la maison, parce qu'on dit, à 50 ans, on dit, mais dans 10 ans, ils seront plus à la maison. Donc, on s'est trouvé le juste équilibre. Moi, je sais que je pourrais pas ne vivre qu'avec mes enfants, mais j'ai lu le livre de Sarah Lavoie pas longtemps, elle dit ça, elle dit je suis pas une maman d'école, je vais pas être là à 8h20, 11h20, à 13h20, à 16h20, mais j'ai quand même envie d'être présente et d'avoir un meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et après, franchement, je me questionne même un peu d'une expatriation un temps. Je sais pas encore. T'as jamais vécu en dehors, à part Singapour à part mes 6 mois à Singapour étudiante, donc on peut pas, C'était il y a longtemps déjà. Mais le problème d'une boutique physique comme Jérôme là, c'est que c'est plus difficile de... Et si tu partais, tu partirais où? Écoute, j'ai une petite appétence un peu tentée par l'île Maurice. Ah, c'est magnifique. J'ai une amie qui a vécu là-bas pendant... Ça fait plusieurs fois qu'on a la chance d'y aller pour le boulot de Jérôme. Ouais. Et du coup, d'en profiter pour passer un peu de temps là-bas. C'est sublime. Et puis alors, les Mauriciens sont d'une gentillesse. La gentillesse, la douceur de vivre. Alors, c'est vraiment slow life, c'est sûr. Je suis pas sûre que tu supporterais un an. Il faudrait que je débranche un petit peu. C'est ça, mais c'est sûr que... Et il y a des beaux projets hôteliers et immobiliers à faire là-bas, parce que je me suis beaucoup intéressée à un moment. C'est une île qui me plaît beaucoup. Et pour Jérôme aussi, je pense qu'il y aurait des opportunités. Oui, mais après, ça nécessite quand même un changement de vie un peu plus radical. Sûr. Donc, on n'en est pas là. Mais bon, des fois, on se dit, après tout, pourquoi pas. Ok. Et qu'est-ce que je peux te poser comme question? J'avais 2-3 questions aussi. Parce que quand on écoute ton parcours, on a l'impression que tu n'as pas eu de difficultés. Mais on a toutes des difficultés quand on fait de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus que les autres, ou vraiment... T'étais à 2 doigts de tout arrêter parce que c'était trop dur? Effectivement, alors, les difficultés, ça fait quand même partie de la vie d'un entrepreneur. Il faut y être préparé. C'est ça. Psychologiquement, déjà, parce que c'est sûr qu'il y a des moments, c'est dur de se relever. Moi, j'ai des difficultés personnelles, puisque j'ai perdu ma maman l'année où on a ouvert le Five. L'été, donc elle était quand même au début de l'aventure et pendant... Ça aussi, je pense inconsciemment participer au fait que je retourne dans l'entreprise, que j'aille dans l'entreprise, je retourne pas, j'aille dans l'entreprise familiale, parce qu'elle était déjà malade et voilà. C'était une maladie longue? Plusieurs cancers et malheureusement une récidive qui l'a emportée en 2011. Et donc, ça a été... le boulot a été à la fois... ma bouée de sauvetage. Et c'est pour ça que je pense que j'ai autant pleuré quand on a vendu le Five après. Il y avait un côté affect. Ouais, exactement. Où j'avais envie de lui prouver que j'étais capable. Donc, ça a été très dur personnellement à ce moment-là déjà, parce que c'est dur de perdre de sa maman. Puis il faut faire face avec les employés, avec les... Donc ça, et après, oui, des difficultés, parce que des fois, tu t'associes pas avec les bonnes personnes. Ah, vous avez rencontré ça quand même? Ouais. Okay. Au Five, on avait des associés, on les a sortis progressivement, mais du coup, ça a été compliqué. Un vrai sujet, compliqué. Quand il faut porter au départ, et et financièrement, et un démarrage d'exploitation, c'est pas rentable au premier jour. Non. Donc on a eu des associés avec qui ça s'est mal passé. Bon, ça nous a pas toujours servi de leçon parce qu'on s'est réassociés. Ah. Et globalement, ça s'est pas non plus bien passé. Et depuis, vous vous êtes plus jamais associés, ou quand même vous gardez espoir de tomber sur des gens bien? Franchement, moi, je me dis que j'ai la chance d'avoir ma famille. Et du coup, pourquoi aller chercher des tierces personnes? Chez nous, l'association familiale est un modèle qui fonctionne bien. C'est clair. Donc, on est quand même un peu revenu de tout ça. Alors, parfois, il y a des projets qui te sont amenés par quelqu'un. Donc, c'est la soit personne veut rester partie prenante. Toi, tu es motivé par le projet, donc forcément. Mais je trouve que les associés, c'est parfois difficile.
parce que déjà en famille, c'est pas évident, comme on disait, d'être toujours sur la même longueur d'onde. Donc avec une tierce personne, ça peut l'être encore plus, d'aligner les intérêts. Donc ça fait partie des difficultés. Et puis des fois, tu es obligé d'aller au contentieux. Enfin, voilà, moi, toute cette partie-là d'avocat et tout, en fait, ça me bouge. Je mets tellement d'empathie dans mes projets, dans ce que je fais, que... Ouais, ça, c'est difficile. C'est dur pour moi, moralement, de devoir en arriver là, mais... parfois, on est obligé. Parfois, on n'a pas le choix. Et tes grossesses ? Ton rôle de mère, ça a eu un impact dans ta vie d'entrepreneur ? Alors, j'ai eu de la chance d'avoir des belles grossesses qui se sont bien passées, qui m'ont permis de travailler. Tu es la femme que je n'aime pas, donc celle que j'envie. Alors moi, j'ai des enfants qui n'ont pas dormi, si ça peut compenser. Voilà. Ça t'a été puni. Il y a une justice à un moment. Non, franchement, ça n'a pas trop joué dans mon rythme, en tout cas. Voilà, j'ai pas vraiment pris de congé maternité. Je vais pas dire que je le regrette, mais maintenant que je me Sur les 2 grossesses. Maintenant que je me dis que c'est derrière moi, a priori, à l'approche de la quarantaine, on n'a pas prévu de faire de 3e. Surtout quand on a 2 garçons, on se dit, bon, la probabilité d'avoir un 3e garçon est quand même présente, donc c'est déjà assez animé à la maison. Les mamans de garçons, franchement, on mérite une médaille. Mais les grossesses en elles-mêmes, franchement, ça va. Mais ça serait à refaire. Tu prendrais un congé mat. J'aimerais bien, exactement, avoir juste le temps de me coucouner un peu plus mon bébé avant de le laisser à 3 mois et demi à la crèche. Ouais, je les ai allaités tous les 2. Oui, toi, c'est comme moi, tu mets les enfants dès la naissance. C'était les premiers. Voilà. Mais bon, voilà. Après, ça en fait des bébés débrouillards, la crèche à 2 mois et demi. Rien, je culpabilise pas. Même encore aujourd'hui, mon fils qui a bientôt 6 ans me dit pour maman, pourquoi je suis le dernier à la garderie, entre guillemets. Alors, des fois, tu as un peu les larmes aux yeux quand il dit ça. Tu te dis que tu es une mauvaise mère. Mais au fond, après, derrière, voilà, je lui explique aussi pourquoi je le fais. Et que c'est. Voilà, Tu parles argent avec tes petits ? Pour leur dire, alors évidemment pas argent, mais je veux dire, leur dire, maman, elle travaille parce qu'elle gagne de l'argent et la vie que tu as aujourd'hui. Tous les enfants ne l'ont pas, et c'est aussi parce que je travaille beaucoup. Et alors, il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas cette vie-là. Exactement. Mais en attendant, pour pouvoir t'offrir tout ça, moi, je n'ai pas d'autre choix que de... C'est tout à fait ce discours-là. Et au-delà de ça, moi, on m'a toujours inculqué cette valeur travail. Et il y a avoir de l'argent, mais il y a travailler pour obtenir des choses. C'est de la chance. Non, c'est pas de la chance, c'est aussi du travail. C'est ce que je dis à mon fils. J'ai dit, voilà, on a de la chance de partir, effectivement, avec un capital de départ. C'est ce que j'allais dire. La chance que ton fils a, c'est d'être arrivé dans votre famille. Mais après, s'il travaille pas... Voilà, il faut... c'est ton travail qui fera la différence, comme c'est le travail de maman et de papa au quotidien qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a la maison qu'on a cette vie-là, qu'on peut t'emmener en voyage avec ton frère et qu'on vit d'autres choses. Alors, je suis peut-être pas là tous les jours à 16h20, c'est sûr. Mais voilà, j'essaie... Tu n'as jamais eu de culpabilité ? Jamais, c'est un grand mot. Quand il te fait ses petits yeux et qu'il dit... En fait, c'est plus dans son regard à lui, mais bon, j'arrive toujours à remettre ça en perspective et on vit d'autres choses ensemble et du coup, ça me conforte dans mes choix. Bien sûr. Même si, comme je te disais, ça serait à refaire. Il y aurait peut-être... Non, mais on est très similaires sur ça. La seule peut-être différence, c'est que moi, sur le 2e bébé, j'ai pris le parti pris que je vais faire ça a été tellement dur sur le premier que là, j'ai dit, alors, je dis ça, il sera quand même à 2 mois et demi chez son assistante maternelle, mais... En tout cas, ces 2 mois et demi, je lui consacre, alors que mon premier enfant, 15 jours après, j'ai fait une césarienne, je suis repartie travailler. À l'époque, honnêtement, je ne l'ai pas vu comme quelque chose de... C'était ma vie, tu vois. Je ne pensais pas avoir d'enfant en plus, donc c'est vrai que je n'étais peut-être pas prête à l'inclure dans ma vie. Mais c'est vrai que maintenant, en tout cas sur cet enfant-là, je me dis, il ne faut pas que j'ai de regrets. Donc, tu me confortes dans mon choix, tu vois, en disant ça. Parce que oui, je pense qu'à un moment, c'est des moments qu'on ne revivra plus. Non, exactement. Il faut se dire vraiment que c'est unique, que ça va super vite. Je sais, c'est bateau, tout le monde le dit, mais c'est vrai. Enfin, moi, quand je les vois tous les deux à l'école, et là, j'ai fait le dossier d'inscription en CP, je me dis, punaise. Et pourtant, on est jeunes, on n'est pas non plus des dinosaures. Mais... Donc, enfin, en tout cas, le côté de toute petite enfance, ça passe vite. Et faut, je me dis qu'aujourd'hui, ça serait mon luxe, en fait, de m'accorder ce temps, profiter. Et tu leur accordes les mercredis, tu essayes de changer, tu disais, j'essaye de ralentir. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs sur ça ? Ouais, alors, ma nounou m'a plantée, donc j'ai pas eu le choix. Ah ouais, c'est la vie, c'est le destin. Exactement, c'est ce que me dit mon mari. Il me dit, tu vois, on est obligé de tirer le frein, là, du coup. J'essaie en tout cas, je me suis mis une règle.
c'est que quelle que soit l'heure à laquelle je les récupère, alors parfois c'est 17h30, parfois c'est 18h, parfois c'est à la fermeture à 18h30, mais en tout cas quand je rentre, je suis avec eux, donc mon téléphone il reste dans l'entrée et je ne le touche plus jusqu'à l'heure du coucher, et après voilà, s'il y a eu des urgences à gérer, je vais les gérer une fois qu'ils sont couchés. Mais voilà, j'ai plus envie qu'ils me disent maman, t'es encore au téléphone, ou maman, j'ai le même à la maison. T'écoutes pas ce que t'écoutes pas ce que je te dis, donc ouais. Donc maintenant plus de téléphone avec eux. Ils te loupent pas, hein, donc. On les loupera pas à l'adolescence, parce que moi je l'ai très très souvent cette réflexion, pose ton téléphone, et maintenant il a aussi, tu sais, c'est l'âge des mimiques, donc il t'imite. Donc ça, et c'est là que tu prends conscience de ah oui, maman, elle est pour ton enfant, quand il doit imiter sa mère, c'est sa mère au téléphone, c'est qu'il y a un problème. Un dimanche, je bossais sur ma tablette et il l'a prise dès que je l'ai posée, et il me dit je travaille, ok. Quand je lui parlais, j'étais là, je crois que c'est un message. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que tu aurais d'autres choses à conseiller, enfin plutôt des conseils à donner aux gens qui t'écoutent, qui aimeraient se lancer dans l'immobilier ou dans le marchand de biens ou même dans l'hôtellerie? Comme je disais, je pense qu'il faut bien connaître son secteur. C'est important. J'ai beaucoup visité avant d'acheter mon premier bien. J'ai beaucoup écouté aussi, j'ai beaucoup échangé avec des professionnels du métier, que ce soit des agents immobiliers ou d'autres marchands. Parce que je trouve que c'est quand même un milieu, alors pas autant de la gastronomie où vraiment, voilà, ils sont très... ils se disent tout. Mais c'est quand même un métier où, voilà, enfin, moi, j'estime pas qu'on est en concurrence les uns avec les autres. Enfin, on fait des choses différentes, complémentaires. Enfin, voilà. Il y a autant d'offres qu'il y a de demandes. Peut-être il y a même plus de demandes qu'il y a d'offres. Donc, je pense que voilà, ton produit, c'est ton produit. Si tu le fais bien, si tu le fais avec le cœur, tu trouveras... voilà. Et tu as déjà fait un mauvais achat où tu t'es dit je vends à perte parce que sinon ça me laisse une épine dans le pied? Ouais, alors je dirais que la difficulté, en fait, pendant longtemps, j'ai un peu fait all-in en mode je prends tous les risques, et pour me positionner, quand j'ai un coup de cœur, j'achète sans conditions suspensives, et voilà. Ça, c'est devenu... Donc pour nos auditeurs, sans conditions suspensives, ça veut dire qu'elle dit qu'elle achète, qu'elle ait le crédit ou pas, elle doit aller au bout. Que j'ai le crédit ou pas, que j'ai l'autorisation administrative derrière pour faire mes travaux ou pas. Et ça, c'est devenu un peu risqué. Oui, bien sûr. Parce que, déjà, les emprunts ne coûtent plus aussi ce qu'ils coûtaient. Peu cher, donc, ça, il faut vraiment le prendre en ligne de compte. Des fois, on fait des raccourcis, des calculs rapides. J'achète tant, je fais tant de travaux, je revends tant. Ouais, mais il y a plein de choses qui s'intercalent au milieu. Hein, puis les impôts. Comme dans une entreprise, c'est pas ce qui rentre dans la caisse. Voilà, marchand de biens, c'est pas comme un appart qu'on achète. C'est pas la même chose. Donc, il faut quand même être prudent, faire attention à ça, parce que plus longtemps tu vas porter ton projet, et moins ça va te laisser à la fin. Le but, c'est pas de payer tout le monde et de pas te payer toi quand même pour le travail que tu as fait. Donc, il faut faire attention. Donc oui, ça m'est arrivé, pas de vendre à perte, mais de faire un peu une concession. Je pourrais pas aller au bout de ce que... plus importante sur le prix, ou d'aménager mon projet en me disant mais en fait là ça me prend trop de temps, donc tant pis, j'ai imaginé que j'allais surélever, je vais pas surélever, je vais rénover, et puis je vais revendre. Bien sûr. Parce que toujours pareil dans cette dynamique de se dire il faut que les projets tournent. Le but, c'est pas d'attendre. T'essayes de les garder au maximum combien de temps? Un appart, 1 an, entre l'achat, les travaux, la revente. Les maisons, c'est plutôt 2 ans, des fois, 2 ans et demi. Donc à un moment, il faut que ça tourne. Si tu as 5 ans à la maison, c'est c'est ça. Donc, donc je dirais beaucoup visiter, s'entourer. Moi, j'ai la chance de faire du luxe et de le faire bien, et du coup, de pouvoir aussi m'entourer de bonnes personnes, de professionnels de leur métier. Que ce soit notaire, que ce soit... alors, toi, tu maître as quoi? Maître, donc quelqu'un qui t'accompagne pour suivre tes travaux, tes chantiers, qui ont une expertise plus technique. Parce que moi, je me suis formée sur le terrain, mais c'est pareil, j'ai pas fait d'études. Donc, tu travailles toujours avec les mêmes artisans? J'essaie d'avoir une équipe, mais la fidélité ne paye pas toujours. Ça, c'est un autre écueil pour moi, parce que je suis quelqu'un de très fidèle, donc globalement dans ma vie, en amour, en amitié, en tout. Et en fait, dans ce métier-là, ça marche pas toujours. Donc donc c'est pas grave. Oui, on apprend nos erreurs. Donc ceux avec qui ça se passe bien, évidemment, je les reconduis. Et puis, il y a des fois un chantier, 2 chantiers, puis le 3e, tu comprends pas. C'est plus, c'est plus difficile. Mais il faut savoir aussi gérer ça, savoir sortir une entreprise si tu te rends compte que
elle fait pas ce qu'il faut quand il faut. Ouais. Ça t'est déjà arrivé en cours de chantier d'avoir... Encore là, il y a pas longtemps, et c'est compliqué. Enfin, tu te dis, je vais perdre du temps, tu te barres de contrat quand même. Tu te barres de contrat quand même avec les entrepreneurs. Ouais. J'ai des dossiers administratifs un peu lourds. Ouais, mais t'as pas le choix sinon. Mais voilà, c'est ma façon de travailler, donc c'est un peu apprendre ou à laisser, quoi. Et au moins, quand il y a un problème, t'as des backups. Surtout les contrats. Enfin, moi, mon conseil, c'est quel que soit le métier, quel que soit... oui, la parole, c'est bien, mais quand même, au moment des problèmes, c'est ces contrats-là qui vous sauveront la vie. Donc, complètement. Eh ben, merci beaucoup, Aurore, pour tous ces insights incroyables sur ta vie. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter? Est-ce qu'on peut te suivre quelque part, les projets que tu mènes? Écoute, je fais mes débuts sur les réseaux sociaux. Sur mon compte perso, je montre un peu ma vie, mes chantiers, mon quotidien. Le but, c'est pas Non, bien sûr. J'ai mangé une pomme ce matin. Mais vraiment, tu embarques ta communauté dans de partager un petit peu exactement le quotidien d'une multi-entrepreneuse, comme tu disais, et montrer qu'on peut avoir plusieurs casquettes et être maman aussi, et être épanouie et réussir à tout mener de front. C'est possible, mais en faisant des choix, pour moi, c'est en faisant des sacrifices, c'est le maître mot. On n'a rien sans rien, on sait pourquoi on le fait, et c'est comme ça qu'on avance. Merci beaucoup, Aurore. Merci, Jeanne, pour ton temps.